Bonjour et bonsoir à vous pour le 5e épisode d'Entre les cases. Cet épisode est dédié à la ville de Reims avec Kevin Poncin comme intervenant. Il est élu local dédié à la pop culture et nous parlerons de son expérience et de ce que la ville fait pour le monde de la BD rémoise. Bonne écoute. Bien, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors moi je suis Kevin Poncin, je suis conseiller municipal de la ville de Reims. Je suis membre de la commission culture de la ville. Et à ce titre-là, au sein de la commission culture, comme vous imaginez bien que la culture est très diversifiée, surtout dans une grosse ville, puisque nous sommes une grosse ville, nous sommes un peu répartis les domaines culturels selon les appétences de chacun pour pouvoir aider l'adjoint à la culture, Pascal Labelle, qui lui gère toute la culture. Il nous a entre guillemets délégué officieusement certains dossiers. Et donc moi je suis en charge de tout ce qu'on va dire pop culture. Je me suis un peu généralisé sur tout ce qui est pop culture et donc ça partait vraiment de l'intention de suivre et fédérer les projets bande dessinée sur la ville. Voilà. Après je ne sais pas si vous savez un petit peu comment marche le système des élus, mais en gros dans les strates d'élus, on a le maire qui est évidemment en haut de la pyramide. Il a son équipe d'adjoints thématiques. Voilà. Et derrière, ils peuvent avoir des conseillers municipaux délégués. C'est pour ça que j'ai dit officieux tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des conseillers municipaux délégués à telle thématique. Voilà. Okay. Et en dessous, il y a les conseillers municipaux. Moi, je suis simple conseiller municipal. Mais au sein de la commission culture, on nous a chargé de dossiers spécifiques. D'accord. D'accord, donc du coup, c'est vrai que personnellement, j'ai un peu fait le tour de votre profil LinkedIn. J'ai vu que vous avez plusieurs casquettes. Oui. Et donc du coup, votre parcours, il est assez impressionnant. Et comment vous êtes arrivé donc, en tant que conseiller municipal et dans le monde culturel? Alors moi, je vais le dire, du coup, mais c'est pas une surprise puisque vous avez lu mon LinkedIn. Mais donc moi, dans la vie normale, je suis professeur des écoles. Voilà, donc depuis maintenant 12 ans peut-être, à peu près, ouais, ça doit être à peu près ça. Aujourd'hui, j'occupe un poste spécifique de coordonnateur d'un réseau d'éducation prioritaire autour du collège Paul Fort. Donc c'est gérer les projets de l'éducation prioritaire de tout le réseau. Donc ça veut dire pour le collège et toutes les écoles du secteur. Donc ça fait 6 groupes scolaires, donc 12 écoles, plus le collège, ça fait à peu près 2000 élèves, de la petite section jusqu'à la 3e. Voilà, ça c'est mon boulot de la vie normale, c'est ce qui me paye, c'est ce qui me nourrit, voilà. Et, mais j'aime bien le dire comme ça, même si ça peut porter à sourire, parce que ça permet de rappeler qu'un élu, c'est pas un métier. Élu, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en plus dans notre vie de tous les jours, donc c'est un engagement parallèle. C'est vraiment quelque chose pour lequel on décide de donner du temps personnel et de l'énergie pour s'investir pour sa commune ou autre. Mais en tout cas, moi, c'est pour la commune dans laquelle je vis depuis maintenant 2008, donc ça fait quelques années. Voilà. Donc comment je suis arrivé à être élu? Moi, donc professeur des écoles. Sur mes premières années de professorat des écoles, comme je savais que j'allais avoir 16 semaines de vacances par an, je me suis dit que j'allais pouvoir faire d'autres choses en plus. Je me suis engagé, parce que mon père avait fait ça aussi, dans la réserve. Alors lui avait fait armée de terre et moi je me suis engagé dans la réserve de la gendarmerie nationale, ce qui me permettait de faire du temps en plus sur des week-ends ou vacances. Donc c'est comme ça que je me suis construit déjà deux casquettes différentes, on va dire, dès le début de ma carrière. Et en commençant à m'engager un petit peu activement sur la ville, je crois que c'était au moment des campagnes présidentielles de 2017, je crois, que j'avais commencé à rencontrer un petit peu du monde à Reims sur des moments d'échange, de débat, des tables rondes, ce genre de choses. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui était déjà élu à l'époque, Franck Noël, qui était déjà adjoint auprès d'Arnaud Robinet sur son premier mandat, donc 2014-2020. Et à l'approche de 2020, du coup, des élections municipales suivantes, courant 2019, il m'a dit « je pense que ton profil est intéressant,
Est-ce que ça t'intéresserait de t'engager dans le projet des élections municipales? Si ça t'intéresse, on peut échanger avec le maire pour voir si ton profil l'intéresse, etc. Parce que c'est un véritable casse-tête de construire une liste pour les élections municipales. Faut que la liste, elle représente tout. Alors déjà, elle doit être évidemment paritaire, 50-50 hommes-femmes. Elle doit représenter tous les âges, tous les quartiers d'une ville, tous les, on va dire, plusieurs types de métiers, de profils différents. Et puis si on est sur la part politique avec des alliances politiques, il faut représenter aussi toutes les couleurs politiques. Donc c'est vraiment un casse-tête incroyable que tu aies une liste pour les municipales. Je suis bien content de ne pas avoir à le faire moi-même. Et donc voilà, et donc il se trouve que j'ai rencontré Arnaud Robinet courant 2019, je pense, fin d'année 2019. On s'est plutôt bien entendu et mon profil a l'air de l'avoir convaincu puisqu'il m'a retenu pour être sur sa liste pour les élections de 2020. Je n'étais pas très bien placé sur la liste, enfin pas très bien placé, j'étais bien placé parce que j'étais sur la liste. Mais j'étais, on va dire, dans la fin de la liste parce que vous savez, on fait une liste de 60 profils. Il y a 59 sièges au conseil municipal de Reims. Donc c'est pour 59, c'est pour celui qui fait 100%, donc ce qui n'arrive jamais. Quelqu'un qui gagne les élections municipales, il a forcément 50% des sièges plus le pourcentage de son score. Et après, on répartit avec toutes les oppositions du deuxième tour au pourcentage aussi. Et il se trouve qu'en fait, globalement, j'étais dans une position qui était peu éligible. Et il se trouve qu'au final, on a fait un très bon score dès le premier tour, parce que le maire a été élu à près de, j'ai plus le chiffre en tête, il avait eu un bon 65%, je crois, quelque chose comme ça au premier tour. Et donc, on a eu une très grosse proportion de la liste qui a été élue, dont moi, et même plusieurs autres après moi, puisqu'on a 53 élus sur 59, ce qui est vraiment beaucoup. Et voilà comment je me suis retrouvé élu. Voilà. Ok. Et du coup, vous avez parlé de votre père, comme quoi il avait fait avant l'armée, du coup ça vous a engagé plus ou moins. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose en plus pour vous engager dans le public? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la vie culturelle de la ville? Alors pour m'engager dans la vie politique, c'était ça la première question. Moi, la politique, c'est toujours un sujet qui m'a passionné. Donc pour le coup, voilà, je suis ça depuis très longtemps, avec mon petit regard de citoyen, comme tous les citoyens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et donc dans le cadre de l'engagement pour les présidentielles, où on avait pas mal échangé, on se voyait souvent, notamment avec Franck Noël, pour échanger justement sur différents sujets. Voilà. Jusqu'au moment où il m'a proposé de m'engager pour la ville. Et c'est vrai que je trouve que le mandat des municipales est quand même, je ne connais pas tous les mandats, mais tous les mandats en tout cas dans leur pratique, mais le mandat municipal, c'est quand même celui qui est au plus proche du concret, du quotidien. Et c'est vrai que les actions qu'on peut mener ont tout de suite un impact. Et voilà, dans la vie de tous les jours, vraiment très proche de nous. Donc c'est quand même très motivant, très intéressant. Donc ça, c'est une première source d'engagement. Je me suis dit, là, on me demande de passer de quelque chose qui m'intéresse à l'action, donc pourquoi pas. Et après, pourquoi la culture? Alors en fait, quand on est élu, le maire décide de créer plusieurs commissions thématiques pour travailler sur tous les sujets, monter les projets. Bien évidemment, c'est les services de la ville, l'administration qui fait la grosse partie du boulot, mais voilà, nous on débat, on tranche en tant que politique, on choisit, on vote. Et donc il se trouve que moi j'avais dit je veux bien m'engager, mais si je m'engage c'est pour m'engager, comme je vous ai dit, c'est du temps qu'on donne, voilà, on prend notre temps libre en fait. Donc moi je veux m'engager sur des sujets qui m'intéressent. Si c'est juste pour me dire tu peux être adjoint, c'est super, mais c'est adjoint à je ne sais quoi qui ne me motiverait pas spécialement, je ne vais pas venir juste pour avoir un titre et faire beau sur le CV, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ok, si je dois prendre des coups de fil, prendre des heures, c'est pour des sujets qui me branchent. Et donc j'avais tout de suite dit, moi ce qui me branche le plus, c'est la culture et bien évidemment l'éducation. Donc je fais partie de ces deux commissions-là. Et donc sur la culture, tout de suite quand on nous a demandé vous aimez quoi comme sujet pour vous axer un petit peu plus dessus, je suis tout de suite allé sur tout ce qui est pop culture, bande dessinée. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment
je pense, un travail que j'ai réussi à creuser et qui a été reconnu, puisque on a même au cours du mandat changé de président de la REMCA, donc la cartonnerie. C'est moi qui ai eu la chance d'être élu président de la cartonnerie. Donc en fait, je suis vraiment sur les sujets de musique actuelle, culture actuelle, pop culture. Et donc je suis tous ces dossiers-là de près. Et enfin voilà, c'est vraiment une appétence personnelle. Moi en fait, c'est en tant que citoyen, c'est ce que je pratiquais et c'est ce que je faisais. Donc je suis très content de pouvoir les suivre en tant qu'élu. Voilà. Donc du coup, oui, vous avez parlé qu'en général, vous vous occupez de la pop culture. Mais donc nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer donc, autour de la BD, comme c'est notre projet. Et donc on voulait savoir si vous pouvez nous parler de quelconque projet que vous avez fait durant votre mandat, pendant le temps que vous étiez élu, qui concernait la BD. Alors moi, c'est beaucoup sur l'accompagnement des acteurs culturels. Donc ça veut dire que ceux qui vont créer les projets, c'est vraiment les associations, les acteurs BD de la ville. Donc moi, je vais être entre guillemets l'interlocuteur privilégié. Je vais pouvoir les orienter, les aider à être en communication avec les services et vraiment les accompagner dans la mise en œuvre et le développement de leur projet. Je vais évidemment participer de près ou de loin aux actions, mais je ne vais pas être décisionnaire. Là où le politique il va être décisionnaire, c'est vraiment sur, je sais pas moi, la mise à disposition d'un lieu sur la ville ou un suivi budgétaire, où là on va dire, bah écoutez, vous faites une demande de tant d'euros, nous soit on ne suit pas du tout, soit on suit plus ou moins par rapport à votre demande. Voilà. Donc moi, dans le suivi de la bande dessinée, il y a évidemment le Festival interplanétaire de bande dessinée de Reims qui est porté par la TRAC, donc que j'ai beaucoup accompagné. J'ai pu participer cette année, j'y étais au temps des cerises. Bah, super. Mais par exemple, on a vraiment, je pense que sur le mandat, là, on a dû plus que doubler la subvention au fur et à mesure de leur accompagnement. Et on a réussi à les accompagner au mieux pour qu'ils puissent avoir une meilleure mise en place. Mais c'est vrai qu'eux, par exemple, avaient une question sur le lieu d'implantation du chapiteau de la TRAC, puisqu'initialement, ils étaient le long du canal au temps des cerises. Donc là, il a fallu, près du centre Reims Nature, et donc là, il a fallu leur trouver un site. Enfin voilà, tout ça, c'est de l'accompagnement politique qui se fait aussi derrière sur les acteurs de la ville. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Alors, on avait un festival qui s'appelait Reims BD qui était porté par le Rotary Club. Alors c'était vraiment un festival où il y avait une soirée de vente aux enchères d'œuvres originales de bande dessinée pour lever des fonds pour reverser à une association. C'était caritatif. C'était caritatif. Et après, c'était vraiment un moment dédicace qui avait lieu dans la galerie de la FNAC. Et sur la dernière édition, c'était au Furet du Nord qu'ils avaient fait ça. D'accord. Là, ils ont arrêté parce que la personne qui était en charge de ce suivi-là avait quitté l'association et derrière, personne n'avait repris. Donc, c'était un petit peu compliqué. Il y avait également qu'est-ce qu'on avait la mise en œuvre du Pop Women Festival qui s'est mis en place sur la ville, qui a été créé pendant ce mandat-là. Sous l'égide du projet qu'on avait à l'époque, Reims 2028, capitale européenne de la culture. Ça a été réfléchi dans ce sens-là. C'est porté par Céline Bagot, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la rencontrer. Elle a travaillé pendant des années au Festival d'Angoulême, elle était en charge de l'organisation, donc elle connaît très bien ce festival. Et donc il y a vraiment une identité bande dessinée sur la ville. Donc moi j'ai pas mal accompagné aussi la mise en œuvre et le développement du Pop Women Festival. On a aussi, j'en oublie un, il y a aussi les projets bande dessinée qui sont sur le chemin vert, Reims BD Manga. Donc là, c'est des ateliers bande dessinée qui sont encadrés par les artistes de 510 TTC. Ils donnent des cours à des jeunes à la maison commune du chemin vert et maintenant dans d'autres lieux même. Et donc on organise un concours à la fin. Toutes les œuvres sont exposées dans la ville et il y a des prix qui sont remis lors d'une cérémonie. Donc là, c'est pas mal ce projet-là, je l'ai beaucoup accompagné aussi, ça a pas mal changé depuis, puisqu'on a intégré les expositions publiques en extérieur, la mise en œuvre d'un vote du public. Donc voilà, en tout cas, l'accompagnement de Reims BD Manga, les ateliers, la remise de prix, et puis aussi, donc, à savoir, mais vous allez peut-être en parler après, il y a maintenant très peu d'ateliers BD
je parle au sens professionnel d'ateliers BD en France. On a la chance à Reims d'en avoir 2, ce qui est extrêmement rare. Donc il y avait aussi un petit peu cette mission de comment on fait pour faire travailler ensemble les acteurs BD, mutualiser les forces pour le développer. Donc voilà, c'était un peu ça toute ma mission. Beaucoup de tâches et peu de temps libre. Et pas facile comme tâche. C'est vrai qu'en plus, vu le nombre d'acteurs, Oui. ça fait beaucoup. Et du coup, avec tous ces projets, quels ont été les plus gros obstacles? Faire travailler ensemble les acteurs, Ah ouais, carrément. c'est très difficile parce qu'en fait, ils ont vraiment chacun leur groupe, chacun leur volonté individuelle, chacun leur vision. Et ils ont beaucoup de mal à se mettre autour de la table et travailler ensemble. C'est très difficile. C'était vraiment la plus grosse mission qu'on m'avait donnée. Je ne sais pas si j'ai réussi, en tout cas dans une moindre mesure. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais en fait, ils ont un peu chacun leur petit événement, leur petite chapelle. Ils veulent chacun garder leur truc. Ils ont beaucoup de mal à travailler ensemble. C'est très difficile. Donc c'est vraiment l'obstacle numéro 1. C'est vraiment les faire travailler ensemble. Et puis d'un point de vue personnel, je sais que chacun a leur emploi du temps et des fois ça déborde jusqu'à du 23h, etc. Donc c'est toujours galère de trouver un endroit où tout le monde peut être disponible. Après, quand on a essayé de faire des réunions, ils se sont toujours rendus disponibles. Mais non, franchement, c'est plus, honnêtement, en toute franchise, c'est plus, voilà, moi j'aime pas travailler avec lui, non, lui je peux pas le piffrer, ou ce genre de choses. Et en fait, on se retrouve sur des questions d'ego et d'individualité qui fait que le collectif est compliqué. Voilà. Bon, ça c'est comme partout, je dirais. Voilà. Donc du coup, quelles ont été les retombées ou encore les impacts de ces événements sur la ville, sur la communauté? Est-ce que vous avez vu de plus en plus, je sais pas, de visiteurs? Alors je dirais que si j'essaie de donner les points forts de chacun, le gros point fort du Festival interplanétaire de bande dessinée, c'est qu'ils sont vraiment à la pointe sur les professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont un très bon lien avec tous les pros BD. Ils font venir beaucoup de professionnels. Il y a un vrai accompagnement des professionnels, des échanges avec les pros. Et ça, c'est vraiment reconnu au niveau national. Un excellent accueil. Et ils ont vraiment cette ressource-là qui est très forte. Donc je pense que d'un point de vue lien avec les professionnels de la bande dessinée en France, le Festival interplanétaire de bande dessinée a une vraie plus-value là-dessus. Le Pop Women Festival, lui, arrive à faire venir beaucoup de public extérieur à la ville, ce que ne font pas forcément les autres, enfin ce que ne font pas trop les autres. Alors après, c'est pas que la thématique BD, puisqu'il y a toute la thématique autour bien sûr des droits des femmes, la parité, etc. Néanmoins, autour d'un événement BD, on arrive à raccrocher énormément de public extérieur. Et c'est plutôt une belle jauge sur le Pop Women. Donc là, on a vraiment quelque chose de très qualitatif sur le lien avec le public. Reims BD Manga pour le concours et les ateliers, on a réussi vraiment à l'ouvrir plus. Avant, c'était vraiment que au chemin vert. On a réussi à faire travailler avec les jeunes de maison de quartier, des jeunes un peu décrocheurs, ce genre de profil. Faire une expo publique, donc ça permet aussi de faire rayonner dans la ville, puisqu'avant, c'était vraiment juste exposé au cellier, donc il fallait venir et voir. Aujourd'hui, vous l'aviez peut-être vu, il y avait les gros cubes avec des planches BD qu'on peut se retrouver soit sur les promenades, soit dans des squares, etc. L'ouverture au vote du public, on fait de l'exposition chez les scolaires, dans toutes les écoles participantes. Donc voilà, ça permet de faire rayonner un petit peu, mettre de la bande dessinée dans la ville, un petit peu. En plus, on arrive à faire durer l'exposition tout le long de l'été. Donc ça donne des couleurs BD à la ville sur l'été, ce qui est plutôt sympa. Voilà, on a pu le Reims BD, voilà, mais bon, ça c'était porté par le Rotary, on a essayé de l'accompagner comme on pouvait, mais pour le coup on ne fait pas à la place des acteurs culturels, on n'a pas ces ressources-là. Voilà. Et puis bon, mine de rien, on a aussi en effet beaucoup de professionnels qui font rayonner et qui nous rendent fiers aussi. Je pense notamment à tout le groupe de 510, mais aussi à Jean-David Morvan, qui a quand même été prix Goscinny avec Madeleine Résistante, ce genre de choses, où ça rend évidemment fier la ville de pouvoir se dire qu'un Rémois est à ce niveau-là dans son domaine culturel. Pas mal. Prochaine question, est-ce que vous avez d'autres projets prévus ou est-ce que vous préférez rester dans une continuité en assumant que vous avez quand même ce qu'il faut? Alors, si vous me demandez mon avis personnel, on peut toujours faire plus.
surtout dans les domaines qu'on aime. Je le verrais peut-être de manière plus globale sur tout ce qui est pop culture. Je pense qu'on peut aller plus loin sur du général pop culture. Je ne vous ai pas parlé de la Game in Reims où il y a quand même une part pop culture importante. Mais là, pour le coup, c'est vraiment porté à fond par Reims Events, VGL Events. Et à part dans le côté événementiel, communication, on n'accompagne vraiment rien du tout. Donc, ils sont très indépendants là-dessus. Je pense qu'on peut faire mieux dans le travailler ensemble. En fait, ils sont tous très bons dans plein de domaines et ça serait vraiment génial de pouvoir faire en sorte de trouver une ligne directrice commune où on se dit si on se met tous autour de la table et qu'on travaille ensemble, on va forcément réussir à faire mieux pour la BD à Reims, mieux pour tous. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer les efforts là-dessus. Après, voilà, ça reste des volontés et politiques au sens accompagnement financier derrière. Enfin voilà, il y a plein de paramètres. Aujourd'hui, nous là, on est en fin de mandat, donc je peux pas dire que d'ici mars 2026, on va faire plus. On fera pas plus d'ici mars 2026 parce qu'on pourra pas. Pour la suite, on verra si c'est nous ou pas. Voilà. Et puis advienne que pourra. On voulait savoir quelle place plus ou moins occupait la bande dessinée dans tous les projets culturels reliés à la ville. Quelle place c'est difficile à quantifier puisque, comme je vous l'ai dit, on a une grande multitude de projets culturels sur toute la ville. Ça va de la musique classique, actuelle, tous les types de danse, d'art graphique, peinture, sculpture, spectacle vivant, cirque, théâtre, opéra, littérature, roman, BD, manga. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc quantifier la place, c'est difficile à dire. Elle a une place, c'est sûr. Et puis forcément, ça se note dès l'instant où, mine de rien, dans l'accompagnement des projets bande dessinée sur ce mandat-là, on a augmenté notre accompagnement. Donc là, je vous parle aussi en termes financiers. Donc on a renforcé notre accompagnement sur la bande dessinée. Donc il y avait vraiment cette volonté de le pousser un petit peu. Mine de rien, il y a eu la volonté politique de déléguer, de renforcer l'accompagnement à travers un conseiller municipal qui va être en charge du suivi. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc forcément, on a essayé de donner plus d'importance à la bande dessinée. Je ne sais pas si on a fait ce qu'il fallait, mais en tout cas, on a essayé de pousser au maximum pour renforcer l'accompagnement. Quels sont pour vous les atouts de la bande dessinée par rapport à d'autres médias pour toucher un public ? Moi, je pense que déjà, le gros atout de la bande dessinée, c'est que c'est multimédia. Puisque par rapport à un roman, on rajoute les dessins. Donc forcément, on a, alors pas toujours, mais on a au moins, on va dire, 2 artistes, voire 3 si bien évidemment je pense aux coloristes, puisqu'on a des coloristes à Reims, il ne faut pas les oublier. Donc là, on a un vrai travail multimédia sur la bande dessinée, qui moi me touche beaucoup. Et je pense que la bande dessinée, je parle au sens très large, j'englobe comics, manga, ça permet un véritable accès à la lecture. Là, je le dis aussi en tant qu'enseignant, du coup, mais il n'y a pas de mal à lire beaucoup de mangas quand on a 10 ans, parce qu'au final, on lit. Donc c'est ça qui compte le plus, c'est de développer le goût pour la lecture, et puis ça permet de transmettre plein d'histoires, plein de valeurs, plein de choses. Et donc ça, pour moi, c'est un vrai avantage de la bande dessinée, c'est que c'est une porte d'entrée dans la lecture et dans plusieurs domaines culturels. Et comme vous dites, je pense que pour les jeunes générations, c'est un format qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus ouvert à la lecture qu'un livre comme ça avec des pavés de texte. Même des livres plutôt orientés jeunesse, ce sera quand même peut-être mieux une bande dessinée pour démarrer. Bien sûr. Alors certains rentrent très vite dans la lecture avec des romans et c'est super. Mais c'est pas moins bien de lire de la bande dessinée ou des mangas. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, puisque l'objectif c'est de lire, alors il faut lire. Voilà, peu importe. Faudrait le dire à certains politiques, ça. Moi je le dis aux politiques que je côtoie. Après maintenant ça s'est vachement démocratisé. Donc du coup, prochaine question.
On voulait savoir comment vous arrivez à concilier les projets culturels avec les contraintes budgétaires et administratives. Ah bah alors là, ça c'est un casse-tête éternel. Comment on arrive à le concilier? Pour le coup, c'est du choix politique pur à ce niveau-là. En gros, la ville a un budget qui est la dotation de l'État plus les impôts, voilà. Donc il y a une certaine enveloppe qu'on oriente selon ce qu'on souhaite. Là, c'est du choix politique. On pourrait dire on veut plus de culture à Reims, on met l'enveloppe à 0 sur la culture, il n'y a plus de culture. Voilà, et on met tout sur autre chose. Donc c'est du choix d'orientation culturelle. Enfin non, du choix d'orientation politique. La culture à Reims, c'est un des plus gros budgets de la ville. Le plus gros, c'est comme l'éducation. Mais la culture est un très gros budget à Reims. Donc il y a vraiment un choix d'accompagner et de développer la culture vraiment à fond. Et derrière, donc ça c'est un choix, on va dire, du maire, de dire je mets sur mon budget global tant d'euros dans telle enveloppe. Donc dans l'enveloppe culture, je mets tant d'euros. Et après, derrière, toutes les discussions, ça va être le travail de l'adjoint, là, en fonction des projets que vont amener les associations, les différents acteurs culturels, les structures culturelles de la ville aussi, de dire ok, on vous suit pas sur tel ou tel projet, telle structure, faut l'accompagner à tant de dotations, etc. Et ça reste du choix politique aussi. Donc c'est compliqué parce qu'en fait, on est toujours face à des gens qui ont l'intention de faire plein de bonnes choses. Et en fait, il faut arbitrer. Il faut dire parfois non. Il faut dire aussi parfois ok, mais pas autant que vous le souhaitez. Voilà, et c'est des choix, puisque l'enveloppe, elle n'est pas extensible. Les choix budgétaires, vous imaginez bien qu'à l'heure actuelle, le budget il a plutôt tendance à être restreint. Là, actuellement, l'État ne nous a toujours pas fixé un budget, donc on ne sait toujours pas combien la ville va avoir en dotation. Donc, derrière, comment on peut nous s'engager sur des acteurs culturels quand on ne sait pas ce qu'on va avoir, c'est compliqué aussi. Donc là, c'est vraiment des contraintes très fortes sur le suivi budgétaire. Et puis derrière, sur le côté administratif, alors là, on a des services qui font un travail formidable. On a quand même une grosse ville, donc on a beaucoup de services administratifs. Donc il y a un directeur de la culture qui est salarié de la ville, c'est son travail à temps plein, voilà, avec toute une équipe, des adjoints, beaucoup de personnel dans la direction de la culture et des patrimoines. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc derrière, c'est eux qui vont faire 99% du travail. C'est eux qui vont faire l'accompagnement des associations. Évidemment, par exemple, je pense au FIBDR, la TRAC fait beaucoup, mais sur tout ce qui va être demande de subvention, s'il y a besoin d'aide matérielle, je ne sais pas, sur du barriérage, des choses comme ça. Là, c'est vraiment les services de la ville qui vont faire le lien et qui vont faire ça. Donc les contraintes, ça peut être, imaginez, il y a 5 associations qui font des demandes pas trop élevées au niveau budget, on pourrait faire, mais ils veulent tous le faire en même temps. Est-ce qu'on a assez de matériel? Est-ce qu'on a assez de lieux? Oui, mais s'ils veulent tous le même lieu, comment on fait? Puis il y en a un, il ne peut pas parce qu'il ne peut pas bouger sa date, parce qu'il a tel ou tel invité, il y a des personnes qui viennent. En fait, on se retrouve face à toutes ces problématiques-là. C'est pas parce qu'on se dit tiens, j'aimerais bien un événement qu'on va forcément l'avoir comme ça en un claquement de doigts. Il y a les problématiques de date, de lieu, de matériel, bien évidemment de budget, de personnel. Il y a toutes ces contraintes-là, donc on fait comme on peut. Énormément de contraintes finalement. Ah oui, mais ça c'est vraiment des choses dont on se rend compte quand on passe dans les coulisses. On se rend pas compte des fois quand il y en a un qui dit tiens, j'aimerais faire une petite table ronde à tel endroit, à tel truc. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Derrière, ok, tu me demandes 6 barrières et 3 tables. D'accord, mais en fait je les ai pas, parce qu'il y a déjà autre chose. Et là on se dit, c'est que 3 tables et 6 barrières, c'est rien. Oui, mais si elles s'y sont pas, elles ne sont pas. Donc soit tu changes ta date, je peux pas changer de date, ok, on peut pas t'aider. Et ça c'est vraiment des choses où on se rend pas compte qu'il y a toutes ces contraintes avant de les vivre. Voilà. Et c'est vrai que des fois, l'accompagnement budgétaire, c'est la même chose. Quelqu'un qui demande 6 000 € sur un projet, si nous on dit mais on va suivre à hauteur de 4 000 par exemple, on se dit mais la ville elle a un budget de X millions d'euros, c'est quoi 2 000 €? Mais 2 000 € c'est peut-être le projet de l'autre asso. Et si on vous donne 6 000 à vous, en fait on donne 0 à eux. Peut-être qu'on préfère aussi les aider à hauteur de 2 000 € pour qu'ils puissent mener leur projet
et faire une édition 0, ce genre de choses. Enfin voilà, donc en fait c'est tout ça il faut vraiment avoir une vision très élevée pour voir tout le panorama de ce qui se joue pour essayer d'être au plus juste. Mais c'est Tout un calvaire finalement. tout un calvaire, voilà. Mais c'est très plaisant puisque c'est accompagner plein d'acteurs dans le développement et la mise en œuvre de leur projet. Et hors événement, quels autres leviers vous avez pour encourager la création à Reims? Pour engager la création à Reims hors événement, dur comme question ça. Après, vous avez déjà dit qu'il y a beaucoup d'expositions, par exemple dans les promenades. Après, vous allez également dans les écoles, les maisons de quartier. Ouais, alors encourager la création. Alors forcément sur les artistes locaux, il y a des accompagnements qui peuvent se faire à travers plusieurs structures comme alors il y a toute la formation, les étudiants de l'ESSAT par exemple, je pense à la Fileuse qui fait de la résidence artistique et de l'accompagnement d'artistes aussi. Et puis on essaye de mettre à disposition des lieux, alors là, on essaye de le faire gratuitement quand on peut, pour justement faire des lieux d'exposition pour nos artistes locaux. Après on a des structures, là c'est valable pour les artistes graphiques, mais sur les autres artistes on a des dispositifs d'accompagnement, je pense à la cartonnerie qui fait de l'accompagnement d'artistes locaux. Voilà, on essaye toujours de mettre en place des choses qui vont permettre de faire de la mise en lumière de nos artistes et de nos créateurs. Après, là où on a peut-être un autre levier qui pourrait être amélioré parce qu'on peut toujours faire mieux, c'est la communication. Parce que les gens ne sont pas toujours forcément au courant qu'il y a ça. Et si on peut essayer de renforcer ça aussi, c'est une façon d'accompagner qui n'est pas un événement mais qui permet de donner l'information aux Rémois. J'ai une petite question qui me vient en tête. Je sais qu'il existe une BD sur la ville de Reims. Est-ce que la mairie, etc., c'est elle qui a lancé le projet ou alors on vous a proposé de faire le projet ou alors vous n'avez rien à voir avec le projet? Alors il y en a plusieurs de BD Reims, donc il faudrait savoir laquelle. Celle qu'avait fait JD Morvan? Oui. Là c'est un choix de l'éditeur. Parce qu'en fait c'est son éditeur qui a fait des BD sur plein de grandes villes. Et donc en fait il a démarché des artistes. Alors je ne sais pas s'il a démarché des artistes de chaque ville. Il se trouve qu'en tout cas, Jean-David Morvan, qui est rémois, a fait de Clovis à Jeanne d'Arc, Reims de Clovis à Jeanne d'Arc, mais ce n'était pas une demande de la ville en tout cas. C'était un choix de l'éditeur de s'adresser à des publics de différentes villes pour retracer l'histoire de ces villes-là. Mais ça existe sur pas mal d'autres villes. Je sais que je l'ai vu en tête de gondole de plusieurs librairies. C'est vrai que j'avais pas encore eu l'opportunité de demander. Mais ouais. Et donc du coup, parmi toutes ces actions culturelles, pour vous, quel est votre préféré? Oh, j'ai pas le droit de dire ça. Je peux pas répondre à ça. Parce que là, ça serait... Faire du favoritisme un peu. Alors ça peut être du favoritisme, c'est un peu comme choisir entre ses enfants, ouais, ce genre de choses. Non, puis on fait de l'accompagnement justement indifférencié. Donc je peux pas... ce que j'ai dit, et je le dis pas en langue de bois, ils ont tous des qualités différentes sur leurs différents projets. Donc forcément, moi mon préféré, ça serait une où ils ont tous leurs qualités et qu'ils font tous ensemble. Ça serait ça ma préférée, elle n'existe pas encore. Voilà, donc elle est encore à faire. Ça serait ça ma préférée. Est-ce que vous avez un événement ou un partenariat qui vous a marqué? Moi, Jean-David Morvan, je lis ses BD depuis que je suis petit. Donc on va pas se mentir, mais le jour où je l'ai rencontré pour la première fois, et on m'a dit tiens, c'est Jean-David Morvan, tu peux le rencontrer. Puis il m'a tout de suite dit viens, il faut qu'on s'organise la visite de l'atelier. Je suis allé chez lui, il m'a offert plein de BD, ils me les ont toutes dédicacées. Je suis sorti de ça, c'était incroyable pour moi, quoi. Les bras remplis. C'était incroyable, donc c'est vrai que c'est une chance que cet engagement citoyen qui partait de rien me dit aujourd'hui tu as travaillé avec Jean-David Morvan. Voilà, j'ai essayé de l'accompagner au mieux que je pouvais, notamment pour la mise en lumière de tout ce qu'il a pu faire autour de Madeleine et d'autres bandes dessinées. Voilà, même si on peut toujours faire mieux aussi, on a essayé de faire en sorte de valoriser son travail.
Voilà, moi je suis fier d'avoir pu l'accompagner pour ça. Dans d'autres acteurs qui m'ont... Qu'est-ce que je peux dire? On reste BD, hein, oui. Si vous avez une anecdote à partager. J'en ai plein d'anecdotes du coup. En 6 ans de mandat, il s'en passe des choses. Non, mais sur les BD, franchement, honnêtement, rencontrer Jean-David Morand, c'est quelque chose d'assez incroyable déjà. Et puis je trouve que moi je savais même pas qu'il était rémois, qu'il était à Reims. Enfin, voilà, donc c'est des choses qu'on découvre. Mais enfin voilà, moi j'ai lu les Spirou et Fantasio qu'il avait fait avant de le faire. Donc c'est quand même quelque chose de grand. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais. Franchement, je pense que dans ce qui me restera, entre autres, en tout cas, il y en a plein d'autres, hein, mais entre autres de marquant, la rencontre avec JD et la visite de leur atelier. Encore une fois, hors un projet où tout le monde serait assemblé, Oui. est-ce que vous auriez quelque chose qui vous tiendrait vraiment à cœur de faire? Sans limite budgétaire, sans Ah ouais, administration, alors là, sans un rien. projet de Le projet rêve. de rêve. Limite, sans limite budgétaire, hein, on peut imaginer plein de choses. Hein. Non, mais je pense qu'avec les acteurs qu'on a, en fait, s'il n'y a pas de limite budgétaire et que je peux imaginer ce que je veux quand même vous dire que je veux que tout le monde participe. Non, mais c'est important dans le sens où, en fait, c'est les acteurs du territoire. À ce titre-là, ils tiennent à leur ville, en fait. S'ils sont implantés ici, qu'ils vivent ici, qu'ils ont mis leur studio ici, ou qu'ils ont déménagé ici pour travailler, c'est qu'ils ont forcément un attrait pour la ville. Donc, ils ont la volonté de s'engager pour leur ville. Ils le font déjà. Si on arrivait à faire quelque chose comme ça tous ensemble, le fait de pouvoir, enfin, c'est peut-être un peu ridicule de dire ça comme ça, mais un Angoulême revisité du Nord, ça serait génial. C'est-à-dire que pouvoir faire venir la plateforme parisienne ou tout le Nord, l'Est, sur Reims pour la bande dessinée, voilà, ça serait quand même formidable. Et puis on a des partenariats, nous on est jumelés avec Nagoya au Japon, qui est une très grosse ville du Japon. Il y a énormément d'artistes mangaka qui travaillent. Voilà, si on peut faire venir des mangaka du Japon aussi, c'est classe. Voilà. Si on n'avait pas de limite, ça serait ça. Voilà. Mais en essayant vraiment de le tourner BD, mais pop culture, qui est pas que ça. Voilà. Mais qu'on ait peut-être un gros 50%, un gros 51% BD, mais qu'on puisse intégrer jeux vidéo, e-sport, culture actuelle, musique actuelle, voilà. C'est vrai qu'à Reims, on avait déjà un petit peu essence japonaise avec Fujita, déjà. Bon, c'est sûr, ça date un peu plus, mais... Mais parce qu'il est de Nagoya, c'est aussi pour ça qu'on s'est Il est de jumelé. Nagoya à l'origine, je savais qu'il était d'origine japonaise, mais je savais pas qu'il était de Nagoya. C'est pour ça qu'on s'est jumelé avec Nagoya, D'accord. entre autres, hein, parce qu'il a beaucoup travaillé sur Reims. Et puis actuellement, on a un très bon artiste japonais également, Hiroyuki Oshima, qui est Tout à fait. sur Reims. Qui est sur The Tribe, ouais. Alors, donc du coup, donc pour vous, quel conseil vous pourriez donner à un jeune artiste ou un collectif qui voudrait venir sur Reims et collaborer avec la collectivité? Déjà, je pense qu'il ne faut pas qu'il hésite. Le premier conseil, faut qu'il se lance, faut qu'il tente. On a la chance d'avoir 2 ateliers BD avec des artistes formidables. Donc je pense qu'ils auront toujours une écoute bienveillante et la possibilité d'échanger avec lui ou elle pour justement développer son travail et l'accompagner. Donc je pense qu'on a quand même de la ressource de bons professionnels sur Reims. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Travailler avec la collectivité. S'il veut juste faire des BD, la collectivité va pas l'aider, c'est pas notre rôle pour le coup. Par contre, si on peut après, s'il souhaite faire des expos, montrer son travail, participer à des événements, on saura être là pour l'aider, l'accompagner et le soutenir dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il y aurait des choses que vous aimeriez avoir su en arrivant à ce poste? Genre des pièges à éviter ou des choses dans ce genre? Très bonne question ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? C'est une très bonne question, je sais pas. Mais intéressante. Ou alors simplement pour monter un projet, pas forcément juste le poste. Non, mais en fait, ce que je vous disais sur vraiment la hauteur de vue qu'on prend quand on est élu et qu'on se rend compte de tout ce qu'il y a dans les coulisses.
l'avoir, là aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui facilite le travail, enfin mon travail, le travail des élus. Et donc l'avoir plus tôt que, au début, moi j'arrive, je suis nouvel élu, je connais entre guillemets rien de toutes ces coulisses. Donc en fait on arrive et on a ce même regard de c'est pourtant simple de faire ça ou de faire ça. En fait non, pas du tout. Et puis le temps est long, le temps politique est très long, le temps de l'administration est long aussi. Donc on a l'impression que des fois il suffit de claquer des doigts et c'est simple, pas du tout. Vraiment avoir ça, d'assimiler plus vite, je pense que c'est bien. Et puis peut-être connaître les acteurs un peu mieux en avant, prendre plus de temps, voir la gestion du temps. En fait, ça va être tout ça sur la gestion de l'administration, la gestion du temps. Je pense que c'est important d'avoir ce bagage-là qui est bien concret pour pouvoir mieux travailler, quoi. Mais on l'a vraiment pas du tout quand on arrive pour la première fois. Il faut tout apprendre sur le tas. Ah bah oui, on a tout appris sur le tas. On se jette dans le grand bain et on apprend à nager. Voilà. Bon, après, on a des camarades élus qui ont été élus avant nous et qui évidemment nous aident et nous aiguillent, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression de se jeter dans le grand bain. Ouais. Donc du coup, cette question-là, elle a apporté souci à quelques anciennes personnes qu'on a interviewées. Et donc du coup, pour vous, quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de vos expériences en travaillant dans la culture? C'est une grosse question. La plus grande leçon. La plus grande leçon, c'est... Je vais un peu me répéter, mais je pense que ça fait partie... Quand même, c'est que on est plus fort à travailler à plusieurs. Là, je parle pour les acteurs, mais aussi je parle pour nous, en fait. C'est-à-dire nous, avec les services, à échanger, à prendre le temps de la discussion, vraiment se mettre à plusieurs autour de la table pour pouvoir construire le plus efficacement possible. C'est-à-dire que tout seul, on a du mal à aller plus loin. Donc, je pense que la plus grosse leçon, c'est vraiment de prendre le temps, parce que, comme je vous ai dit, du coup, le temps administratif est long. Prendre le temps de faire les choses bien pour avoir du qualitatif et essayer d'aller chercher de l'aide des autres élus, de l'administration, d'autres acteurs culturels. Enfin, voilà. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on est plus dans une optique privilégie la qualité à la quantité, c'est sûr. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Si vous pouviez amener un artiste, n'importe lequel, est-ce que vous voudriez quelqu'un? Vous avez parlé des mangaka, par exemple, à Nagoya. Par exemple, quelqu'un de là-haut, que vous connaissez, qui voudriez-vous amener? Je dirais Eiichiro Oda, du coup, voilà. Faire. The GOAT. Je comprends la réponse quand même, finalement. Même ceux qui ne s'intéressent pas au manga connaissent. Tout le monde le connaît. Puis imaginez qu'on ait Eiichiro Oda à Reims. Pour la ville, c'est incroyable. Je veux dire, il se déplace jamais. Donc, si on arrive à vendre ça, alors là, on est coup de projecteur sur le monde entier. Là. C'est vrai. Donc là, au-delà de mon appétence personnelle, là, ça serait quand même un gros coup pour la ville. Tu lui fais signer tous tes tomes. Alors, avez-vous soit une BD ou alors un artiste à recommander? Oula, j'ai le droit de regarder mon appli Bubble du coup. Un artiste ou une BD à recommander. Il y en a plein. Ou un top 3. Un top 3. On a le temps. C'est dur aussi. Top 5? Top 10? Non, je vais essayer de donner quand même des profils différents peut-être. Il y a Elodie Chanta que j'adore. C'est pas du local, hein. Là pour le coup vous me demandez, je lui fais de manière très ouverte. Qui fait beaucoup en édition indépendante. Mais c'est vraiment autant adapté aux enfants qu'une lecture adulte. Et voilà, on peut la suivre sur Instagram. C'est toujours, moi ça me fait vraiment énormément rire. Elodie Chanta, c'est super.
Donc là, c'est vraiment, on va dire, petit artiste. Touk. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a trop, c'est dur. Moi, j'adore Donjon. Donc, Lévi Stronheim et Johann Sfar. J'adore l'univers qu'ils ont fait. Donc, j'aurais envie de dire ça aussi. J'aurais quand même envie de dire One Piece, Shiroda, si vous voulez, je vous le cite. Je vais le mettre dedans, je le lis toutes les semaines, donc ce serait dur de ne pas le recommander quand même. Je vais vous mettre Madeleine Résistante de Jean-David Morand, parce que pour moi c'est une des meilleures BD que j'ai jamais lues, je pense. Elle est vraiment incroyable, graphiquement c'est fou. Je dis Jean-David Morand, mais on est d'accord qu'il ne faut pas oublier Dominique Bertaille à la couleur. Et Madeleine aussi, techniquement. Madeleine Riffaut, bien évidemment, au scénario. Et puis, je vais vous en dire un dernier. Ça fera 5. Je pense que ce sera pas mal. Je vais vous citer les BD de Coco Pello, qu'on a reçu plusieurs fois à Reims. J'adore ce qu'il fait. Alors là, pour le coup, il fait vraiment de la BD reportage plutôt. C'est lui qui a fait la BD Palais Bourbon sur les coulisses de l'Assemblée nationale. Il a fait aussi Tour de Babel sur les institutions européennes. Et en ce moment, il est en train de suivre tout ce qui s'est fait à l'OTAN et sur les discussions autour de Gaza, Israël, l'Ukraine, notamment auprès du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. J'aime beaucoup son style graphique, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Ça vulgarise, mais de manière très bonne et très intelligente. Puis il est super sympa. On l'a reçu plusieurs fois et c'est top ce qu'il fait. Voilà, c'est pas mal déjà, ça fait 5. Déjà très bien. Déjà super. Et c'est assez diversifié là, de ce que je vous ai dit. Une dernière question un peu fun. Vous avez mentionné avoir pas mal d'anecdotes en 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3? C'est plus pour vous là que vous voulez ça. Oui. Pas ça dans les écrits. Qu'est-ce que je peux vous dire de marrant? Mais que BD là vous voulez ou pas? Ah non, ça peut être un petit peu plus large, rassurez-vous. Alors par exemple, j'ai eu la chance de faire garde du corps pour Édouard Philippe quand il était Premier ministre, ce qui n'avait aucun sens du coup. Ah oui. Mais parce que c'était dans le cadre, je crois qu'il est venu dans le cadre, il me semble que c'était au moment des présidentielles de 2022 du coup. Et en fait, comme il se déplaçait dans un cadre politique, mais qui n'était pas dans son statut de Premier ministre, il n'a pas le droit d'utiliser les moyens de Matignon. D'accord. Pour ça, c'est illégal. Donc du coup, il monte en gros des groupes sécurité au sein de la campagne, etc. Et donc moi, de par mon expérience aussi autre, il m'avait mis dans le groupe sécurité. Et en fait, il m'avait mis dans une position, il a fait un meeting à l'Atrium. Il m'avait vraiment mis devant à la sécurisation avec près de la scène, etc. Et en fait, quand il est descendu par moi. Et c'est vraiment moi qui ai fait ouverture de foule et tout pour le Premier ministre. Donc c'est pareil, je me suis dit, j'aurais jamais imaginé faire ça. C'est quand même drôle. Après, avec la cartonnerie, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes. Donc ça, c'est super chouette parce que moi, je les admire. La musique actuelle, c'est vraiment un domaine qui me fascine. Et voilà, plein d'artistes différents, des musiciens, lors de répètes ou en coulisses. C'est toujours des choses très très fun. Donc j'en ai pas forcément qui vont me venir comme ça. Il y en a plein, hein, je vous assure, mais... Regarde du corps, ça suffit là. Faudrait prendre le temps d'y réfléchir. Ouais. C'était quoi votre réaction quand vous avez appris la nouvelle? Vous alliez être garde du corps dans les... En fait, je l'ai même pas su, entre guillemets. On m'a dit, tu seras dans le dispositif de sécurité lors du meeting, quoi. C'est tout. Donc je lui dis, mets-toi là. Et en fait, il se trouve que dans l'action, on se retrouve à avoir le Premier ministre qui est juste derrière. Et en gros, on me dit, c'est toi couvre. Et du coup, ok. Je fais. Donc j'ai pas eu le temps de réaliser, quoi. Et après, je me suis dit, en fait, t'as fait garde du corps du Premier ministre. Ok. Voilà. Donc après, je pense pas qu'on a d'autres questions, à part si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je pense que je vous en ai mis pas mal déjà.
va faire un beau petit article. Bah, merci de... Je serais curieux de lire ce que vous faites, du coup, si, Ouais, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer, pas pour vérification, mais par curiosité après. Voilà. Mais merci d'avoir fait de la place pour nous voir. Et, de merci rien. aussi à la Écoutez, mairie. ça m'a permis d'avoir ce beau C'est bureau. super gentil d'avoir donné De votre manière temps temporaire. aussi. Et puis merci à la mairie de nous avoir Aussi. laissé s'incruster. Pas de problème. Mon temps, je vous l'ai dit, je suis prof, donc là je suis en vacances. Voilà, moi j'ai un autre rendez-vous qui va pas tarder, il faut que j'aille à la cartonnerie justement. Mais Et je vous avoue que quand on a reçu votre contact, j'étais devant mon téléphone. En plus, j'ai reçu le message tard. Je suis ok. On va essayer. Hein. bon, y a pas de, hein, on est accessible. Hein. Un élu local, il est censé être très accessible. Hein. Voilà. Le but, c'est pas de mettre des barrières avec les citoyens. Je vis la ville comme vous. Hein. Et encore une fois, un élu, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en plus. Mais on est des citoyens sur une liste et on est élu. Voilà. Mais moi, ce qui me nourrit tous les jours, ce qui paye mon loyer, ma nourriture, c'est d'être prof. Hein. Donc c'est vraiment ça qui. Enfin, Souvent quand ça parce que vous avez envie de faire ça. Mais souvent, quand j'arrive sur des événements où je connais pas les gens, je dis toujours que je suis prof des écoles et élu, parce que ça remet aussi la place de l'élu à sa juste place. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on fait en plus. Mais au quotidien, ce qui me prend tout mon temps, c'est d'être prof. C'est pas d'être élu. C'est quelque chose qu'on fait en plus.